Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital 100% Paris Saint-Germain, émission 57. Et oui, déjà 57 numéros du podcast Hors-jeu Capital, mais encore une fois, beaucoup d'actu à traiter aujourd'hui. Et encore une fois, je voulais vous remercier pour les vues et puis pour les commentaires en dessous de la dernière vidéo qui a bien marché, le dernier podcast qu'on avait fait. Donc n'oubliez pas, comme d'habitude, liker la vidéo, partager, commenter. Voilà, c'est gratuit, ça nous fait plaisir et ça permet à la chaîne YouTube de Paris United de monter. Avant de vous présenter le sommaire de l'émission, qui est, comme vous l'avez vu hier soir, encore une actu assez riche autour du Paris Saint-Germain, je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, il est là, Mousse, avec des petits yeux, il a l'air un peu fatigué, mais il est là. Ça va, Mousse? Salut à tous. Ouais, ça va bien. Ouais, un petit peu fatigué, c'est vrai. Mais ça va aller. Ça va aller. J'arrive à voir, tu sais, comme on se voit 2 fois par semaine dans les podcasts, j'arrive à voir par rapport à votre visage, vos yeux, si vous êtes plutôt en forme ou un peu, voilà, ça se voit que vous venez de vous réveiller, quoi. Voilà, Mousse, je pense que tu viens de te réveiller. Mais je crois qu'Yacine dort encore moins que moi parce qu'il dort très mal en ce moment. Ah, Plus alors. Covid et moins il arrive à dormir. Eh ben, je vais venir vers lui, justement. Salut Yacine. Alors, Yass, est-ce que toi aussi, tu as un peu de mal à dormir en ce moment? Est-ce que les nuits sont... Salut à tous. Ouais, les nuits, mais moi, de toute façon, elles sont tout le temps courtes, mais en ce moment, un peu plus, parce que ouais, y a plein de choses qui commencent à m'énerver, là. Mais... Je pense. Est-ce que c'est en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui? Ouais, c'est clair. Donc, ça veut dire... Non, mais quand tu es énervé, pour moi, ça veut dire que tu es en forme, hein. Donc, ça va. C'est la première fois qu'il fait le podcast avec nous via Skype. Il est notre invité aujourd'hui pour le podcast, Abdellah Boulma, journaliste à la FIFA et également, vous le connaissez très bien sur Twitter, qui est grand suiveur du club de la capitale et également, voilà, il nous livre toujours des informations intéressantes autour du club. Abdellah Boulma est avec nous. Comment ça va, Abdellah? Comment ça va les amis? Quel plaisir de vous revoir. Ça faisait un petit bout de temps que je vous avais pas vu là. Quand je vois Mousse là, je me dis oh là là, quel bordel. Et je vois Hugo. Non mais c'est hallucinant. Et Et non, Hugo, ça me fait plaisir de vous revoir, Bah, franchement. nous, le plaisir est partagé. On est très content que tu sois avec nous aujourd'hui pour évoquer tous ces sujets d'actualité. Qu'est-ce qu'il y a, Mousse? Je t'ai vu. non, Oui. j'allais dire, tu as oublié de dire que c'était le sosie aussi officiel de Riyad Mahrez. Ah, Non. c'est vrai qu'on le dit souvent. Et je pense Attends, mais Il y a quelque chose, hein. Vous pouvez le retrouver également dans un restaurant italien très connu près de l'Arc de Triomphe. Des Parisiens vont souvent où on voit aussi Riyad Mahrez. Voilà, donc, il y en a deux, tirez si pas le je nom. puis me permettre, Hugo. Il y en a deux restaurants italiens. Si tu parles de celui de Wagram, il va falloir que tu parles de celui de Terne. Sinon, on va avoir des problèmes. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Non, mais en tout cas, où la cantine italienne est très bonne, évidemment. Vous avez reconnu le resto italien dont je parle. Je vais vous parler du sommaire de l'émission maintenant, après les présentations qui sont faites. On va parler en première partie voilà, de Kylian Mbappé, évidemment, qui a été déclaré positif au Covid-19 hier soir, donc ce qui porte le nombre à 7 joueurs absents pour la rencontre dans 2 jours, pour la reprise de la Ligue 1 pour le PSG contre Lens. On en parlera avec également en substance la déclaration de Leonardo dans l'afterfoot hier sur RMC qui fustige un peu la FFF qui n'a pas prévenu le Paris Saint-Germain et le club et l'information est sortie dans la presse, donc ça a eu le don d'énerver le directeur sportif brésilien. Et donc dans le prolongement, on parlera de quel compo face à Lens, évidemment, avec tous ces absents. Et en deuxième partie, on reviendra sur tous les sujets dont a évoqué Leonardo dans le Canal Football Club dimanche sur Canal+. Voilà, il est revenu pendant une demi-heure sur tous les sujets chauds, pardon, c'est difficile à dire, sujets chauds de l'actu parisienne qui va venir pendant cette heure de podcast. Je vous le disais donc, on va commencer avec l'actu la plus chaude qui est tombée hier soir, on l'a appris hier soir, mais par la presse, hein, pas par un communiqué de la FFF en premier. Je bossais à Canal+, et l'information nous est venue avant que voilà, ça sorte officiellement, on va dire, c'est Kylian Mbappé qui a été déclaré positif au Covid-19, donc ce qui porte à 7 le nombre de joueurs positifs au Paris Saint-Germain, je le rappelle, hein. Avant l'attaquant français, il y a eu Neymar, Leandro Paredes, André Di Maria, Mauro Icardi, Marquinhos, c'est maintenant Keylor Navas. Ça commence à faire beaucoup la mousse, non? En effet, ouais, ça fait beaucoup. Bah, là, on ne pourra rien reprocher à Kylian Mbappé parce qu'il était à Clairefontaine et non pas à Ibiza. Donc après, ça, c'est des choses qui arrivent. Quand on sait aussi que Mandanda avait été testé positif, on se doutait aussi qu'il pourrait encore y avoir des cas en équipe de France parce que le premier qui a été testé positif, c'était Mandanda. Et ensuite, il a quitté le rassemblement, mais il a quand même été au rassemblement avec tous les joueurs des Bleus. Donc ouais, ça fait beaucoup, mais moi, je pense encore une fois que tout est lié au calendrier, en fait. Moi, je pense que la première grosse erreur, que ce soit de la fédération ou de la Ligue, c'est d'avoir repris le championnat plus tôt que les autres, avant la trêve internationale. Et donc,
on a repris le championnat, nous, le week-end de la finale de Ligue des Champions. À cette période, on savait déjà que dans tous les autres clubs de Ligue 1, il y avait déjà pas mal de cas de joueurs positifs. Donc, non, moi, je pense que cette nouvelle saison a été mal préparée. Le calendrier n'était pas du tout adapté. Si on était censé reprendre comme tous les autres, c'est-à-dire le week-end prochain, donc après la trêve internationale, eh ben, ça nous aurait permis de gérer tous ces cas. Et puis, avec les périodes d'incubation, etc., avec les tests tous les 2 jours, eh ben, je pense qu'on aurait pu démarrer le championnat avec une équipe compétitive. Le problème, là, c'est que non seulement, ils ont eu des vacances, donc on a repris l'entraînement un peu plus tard que les autres. Donc là, il nous manque des joueurs importants. Et il y a la condition physique qui ne sera pas très très bonne parce qu'on aura à peu près un peu plus de 8 jours d'entraînement dans les pattes. Donc le début de saison, il risque d'être tronqué pour moi à cause de la Ligue par rapport à la date de reprise du championnat. Et cette mauvaise nouvelle a eu le don d'agacer Leonardo, qui est sur tous les fronts. Ça y est, il fait sa rentrée médiatique. On ne l'avait pas entendu depuis la finale de Ligue des Champions perdue du Paris Saint-Germain. Là-dessus, il a tout à fait raison de s'exprimer et de gueuler, quoi. Non, il a raison. Je vais vous la donner, cette déclaration. Je vais venir vers toi, Abdella, pour réagir dessus. Donc, Leonardo, qui était extrêmement énervé contre la FFF hier soir, c'était au micro de RMC dans l'Afterfoot, il reproche en gros à la Fédération française de football de ne pas avoir communiqué au club le test positif au Covid-19 de Mbappé avant de le renvoyer à son domicile. Et que l'info aussi soit sortie dans la presse avant que le PSG ne soit prévenu. Donc je vous cite la déclaration de Leonardo. « C'est inacceptable qu'on apprenne par la presse qu'un de nos joueurs est positif. Personne de la fédération ne nous a communiqué ça. » Et la question de Gilbert Bribois qui lui dit « Est-ce que c'est vous qui avez dû appeler Mbappé pour l'information ?» Il dit « Oui. On a appris la situation par Kylian Mbappé et maintenant on fait quoi? On gère nous, c'est incroyable. Tout le monde fait la morale au Paris Saint-Germain. Oui, le PSG est mal géré, on ne comprend rien. C'est toujours le PSG le mauvais dans l'histoire. Tout le monde fait la morale au PSG et après c'est nous qui devons subir la situation sans le savoir. C'est un manque de respect de ne jamais communiquer avec le club quand le joueur rentre chez lui. On n'a parlé à personne, on a parlé qu'à Mbappé, c'est inacceptable. » Donc c'est un sacré coup de gueule, Abdella, envers la FFF, mais il l'avait déjà aussi fait sur les instances françaises, notamment la LFP dimanche dans le CFC, où il parlait justement Moussa en parlait un peu, de la reprise qui a été mise en même temps que la finale de Ligue des Champions. Donc c'est vrai que ça commence à énerver Leonardo, ces décisions qui ne sont pas prises en collégial avec les clubs et surtout que l'information, que tu apprennes pour que ton joueur soit positif par la presse. Ça, c'est... Ouais, mais que tu apprennes la chose par la presse, en fait, moi, c'est pas ça le plus étonnant. Quand tu vas voir quand tu vas voir ce qui se passe à l'étranger, ce type d'information, quand tu es journaliste, quand tu as exercé dans le métier depuis un certain nombre de temps, récupérer une telle information, c'est un gros coup de projecteur pour le média qui l'a relayé. En l'occurrence, là, c'était France Football. Là, si on entre un petit peu dans les détails, c'est apparemment un médecin de la 3F qui l'aurait communiqué. Après, moi, je comprends bien évidemment le courroux de Leonardo, mais c'est pas la première fois. La FFF, on regarde ce qui s'est passé avec le Covid, les instances avec la Ligue professionnelle de football, etc. Forcément, on est énervé au regard de ce qui se passe, on est énervé avec par rapport à ce que vient de dire Mousse, qui l'a très, très justement résumé. La reprise du championnat, pendant que les autres ont une semaine de vacances après la Ligue des Champions, tous ces faits qui s'accumulent les uns aux autres, forcément, on comprend un petit peu la colère de Leonardo. Mais après, on va pas non plus dédouaner le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain de ce qui s'est passé. On y reviendra probablement. Cette sortie à Ibiza, même s'il aurait pu, comme je l'ai souligné là récemment, ils auraient pu l'attraper à Poto-Combo, à Paris 14e, à Villepinte ou n'importe quoi. C'est la même chose. Que ce soit Ibiza. Ibiza, il y avait des restrictions là-bas sanitaires très dures. Donc on sait pas, on comprend pas, on est dans le vide, on navigue à vue, on sait pas ce qui se passe. Là tout le monde émet des hypothèses sur cette maladie, on ne comprend rien du tout à ce qui se passe. Donc pour résumer un petit peu la situation, pour répondre à ta question, oui, moi je comprends encore une fois la colère de Leonardo face à l'incompétence, puisqu'on parle d'incompétence de ces institutions. Yacine, c'est vrai qu'en plus, la FFF, rappelons, avait déjà été pointée du doigt en coulisses par l'OM et Jacques Henriot en fin de semaine dernière avec la mise à l'écart de Mandanda qui était positif, mais en fait qui est négatif. C'est juste que les résidus de Covid restent pendant encore quelques jours après que tu aies fait les tests. Donc il a dû quitter Clairefontaine pour repartir
dans son club de Marseille. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le PSG de Thomas Tuchel est plus que jamais décimé à 2 jours d'une reprise de Ligue 1 avec 7 joueurs et non pas des moindres, 7 titulaires pour reprendre la Ligue 1 contre Lens. Ouais, je pense il y a énormément de manquements là, qui s'accumulent. Le dossier Mandanda, c'est déjà, il fallait faire une prise de sang et pas un test PCR. Ensuite, le dossier a été envoyé trop tard à l'UEFA. Donc déjà, il y a un problème de fonctionnement. Ensuite, il y a donc Mbappé. Moi, je pense surtout qu'il y a une guerre aujourd'hui qui est déclarée avec Noël Le Graët, parce que là, on va s'arrêter au Covid, mais en fait, ça fait plusieurs mois que Noël Le Graët, il allume le PSG régulièrement avec des petits tacles. Bon, moi, je vais pas mentir, hein, Noël Le Graët, j'ai un avis très négatif sur lui, mais sa façon de gérer la fin de saison, l'arrêt du championnat, mettre 2 finales de coupe en reprise. Euh, 2 finales de coupe qui faisaient partie de la saison dernière. Donc je comprends pas, on arrête le championnat, mais on finit quand même la saison sur les deux finales de coupe. 2 finales de coupe donc, qui sont mises là d'un coup, comme ça, avant la Ligue des Champions. Ensuite, il y a ce week-end choisi pour. Alors ça, c'est la Ligue, mais ce week-end choisi pour reprendre le championnat en plein week-end de finale de Ligue des Champions et en semaine de demi-finale déjà, parce qu'il faut savoir que Lyon aussi a vu sa première journée décalée, reportée, puisqu'ils étaient en demi-finale. Donc en gros, on est en train en filigrane, on va dire, on voit que la Fédé ou la Ligue ne pensait pas qu'il y allait avoir 2 clubs en demi-finale, voire un, pas en finale non plus. Ensuite, il y a une trêve internationale, c'est-à-dire que tu joues 2 matchs et puis il y a pratiquement 15 jours de pause pour des matchs internationaux. Personne n'a fait ça. Voilà. Alors que les dates étaient connues, hein, donc ils auraient pu vraiment se caler sur les dates des matchs internationaux. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, que ce soit sur l'arrêt du championnat, la reprise, etc., tout a été fait à l'envers par la fédération et la Ligue française. Ah, mais c'est dire aussi, si je puis me permettre, l'importance qu'ils accordent un petit peu comment dire, au football français. C'est-à-dire que, tu viens de le dire très justement, t'imagines qu'ils n'ont même pas songé un seul instant à ce que le Paris Saint-Germain arrive en finale de Ligue des Champions. Ils n'y ont même pas songé, ainsi que Lyon. En fait, pour eux, voilà, ils allaient sortir comme les années précédentes, en huitième, en huitième, voire avant. Donc, ils ne se sont même pas, comment dire, voilà, organisés là-dessus. Ils ne s'adaptent même pas. On a l'impression d'une improvisation systématique à chaque fois. Tu vois, c'est cette finale de Ligue des Champions qui coïncide avec une reprise du championnat. On fait tout à l'envers. On fait tout à l'envers. Alors qu'à l'étranger, on continue comment dire, à organiser des matchs. Bon, là, ça n'a pas repris, mais avec des stades vides. Là, on l'a vu avec la Ligue des Nations, etc. Nous, on reprend avec des comment dire, avec des stades de 5000 spectateurs, etc. Ça, on pourrait y revenir. En fait, avec des ratés monumentaux. Là, on l'a vu dans certains stades où on prend les 5000, on les met tous dans les mêmes tribunes, alors qu'il y a 20 000 places supplémentaires. On ne comprend rien à ce qui se passe. Franchement, on ne comprend rien à ce qui se passe. Et comme tu le disais très justement, Noël Le Graët, voilà, c'est la dernière ligne droite. Tu as l'impression que voilà, ça navigue à vue. Ça navigue à vue total. Et il y a la présidence de la LFP qui arrive bientôt. Voilà, il y aura un nouveau président et on sait que Noël Le Graët pousse pour Michel Denisot qui est un proche à lui. Il est tout seul. Hein? Il est tout seul maintenant. Il y a aussi l'ancien qui travaillait à l'équipe, j'ai oublié son nom, qui est aussi candidat. Ouais. Qui est candidat déclaré. Est-ce que vous avez son nom? Si vous pouvez me rafraîchir la mémoire, non? Moline, je ne sais plus. Ouais, c'est un ancien cadre. Mais non, il a dit hier, il a dit qu'il se présenterait pas. Ah, il a dit. Mais oui. Ok, mais à culpa. Donc pour l'instant, il y a que Denisot. Et apparemment, c'était le candidat de Nasser. Ouais. C'est pour ça que je dis ça, voilà, c'est dans le sens là. Et le candidat de Nasser, et si je puis me permettre, de Aulas aussi. Oui. Il a le soutien et de Aulas et de Nasser. Ouais. Juste pour finir sur l'organisation, donc on a dit que les autres championnats reprenaient après la trêve internationale, ce qui est déjà plus intelligent. Mais surtout, par exemple, en Espagne, on a décalé déjà les 2 premiers matchs de Barcelone et de l'Atlético Madrid qui sont allés en quart de finale, sans poser de questions à personne, sans que ça fasse débat, sans que. Voilà, ils ont été jusqu'en quart de finale, donc ils étaient au final 8. On leur décale leurs 2 premières journées et puis on passe à autre chose. Voilà. Il y a un vrai problème. Alors, il y a eu Lyon qui s'est glissé en fait dedans.
Mais en vérité, le problème, il est avec le PSG. C'est-à-dire qu'en France, on considère que le PSG, il n'a pas à avoir de passe-droit, il n'a pas à avoir une organisation, il n'y a pas à s'occuper du PSG. On fait ce qu'on a à faire, nous, sur la Ligue 1, et c'est tout. Voilà, mais moi, je pense qu'il y a un vrai problème. Et pour terminer sur Leonardo, évidemment que ça laissera des traces, parce que je rappelle que, évidemment, que les sélections, c'est important, parce que ça donne de la valeur aux joueurs, parce que c'est une sélection et que c'est important pour un joueur au niveau international, mais que ce sont les clubs qui payent les joueurs. Et à un moment donné, tu ne vas pas pouvoir à chaque fois attendre qu'on ne te respecte pas, que ce soit une guerre, voilà, parce que là, on parlait tout à l'heure de l'histoire de pas de communiquer avec le PSG, mais en fait, même si l'info était sortie dans les médias, ok, elle est sortie, mais de toute façon, il y a quelqu'un à la Fédé qui aurait quand même pu appeler le PSG, même après. Voilà. Eh oui. Je pense que c'était prévu et on les a pris totalement au dépourvu. Oui, Totalement. mais il fallait le faire quand même. C'est juste un minimum de correction. Parce que là, ce que dit Leonardo dans l'after, j'imagine qu'après, il y a quelqu'un qui a dû appeler, vu comment il a poussé sa gueulante, mais c'est que personne, au moins, même si l'info sort dans la presse, que quelqu'un qui prenne le temps de téléphoner à Nasser ou à Leonardo pour le prévenir que Mbappé est rentré chez lui quand même. Enfin, c'est un de leurs joueurs. Je pense que ça a dû être fait par la suite, vu le scandale, la polémique que ça a pris. Non, moi je voulais juste dire un truc. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment, traduit une chose en une phrase. C'est un peu le manque sidérant de culture footballistique qui existe dans ce pays, conjugué aux luttes intestines qui existent pour, les luttes de pouvoir pour les prochaines élections. Tu vois ce que je veux dire? Tu combines ces deux choses-là et t'en arrives à la situation totalement rocambolesque dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. C'est lutte intestine, pouvoir et manque de culture foot, désorganisation. Comme tu l'as dit encore une fois, là à l'instant, tu regardes en Espagne, ou ailleurs, tous les clubs qui étaient engagés en finale, en Ligue des Champions ou ailleurs, on leur a laissé le temps de le Bayern Munich, qui sont bien partis à Ibiza. Je ne sais plus qui avait dit ça. Je me suis même pas renseigné, j'ai pas vérifié. C'est Leonardo, voilà. Il n'y a pas eu cette polémique là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude d'aller en finale. Ils ont l'habitude d'aller en demi-finale. Nous, on n'a pas l'habitude en France. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, on n'a pas l'habitude de penser, de cogiter de cette manière-là. On n'a pas les mêmes modes de raisonnement. Mais en tout cas, je termine sur l'histoire de Denisot. Denisot, c'est le candidat de Le Graët, on le sait. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il y a eu cette période de Covid où il y a eu un peu de tension entre la Ligue et la Fédé. C'est la Fédé qui a eu le dernier mot, mais il faut savoir que Kyo voilà, ils n'étaient pas d'accord au départ pour arrêter le championnat, que Le Graët a donc décidé tout seul, parce que malheureusement, la Ligue est sous la responsabilité de la Fédé. Et donc aujourd'hui, en fait, en plaçant Denisot, Noël Le Graët, il va pouvoir avoir la main sur tout, c'est-à-dire qu'il décidera et Denisot, il exécutera. Ouais. Dans tous les cas, Mbappé, lui, voilà, il manquera le dernier match des Bleus face à la Croatie qui a lieu ce soir et les rencontres contre Lens et l'OM, voire Nice pour le prochain match de l'équipe de France. Du Paris Saint-Germain, pardon. Mousse, ce qui fait quand même que tu as 7 joueurs en moins pour Thomas Tuchel pour ta composition de départ face à Lens. Alors, on a imaginé, c'est les compos qui sortent un peu dans la presse, on peut imaginer un 4-3-3 avec les joueurs qui restent. Donc, au poste de gardien de but, ça serait Boulka, puisque Sergio Rico, qui est revenu au club officiellement, mais n'était pas qualifié pour jouer le match quand c'était le cas, parce qu'il n'était plus au club. Donc, comme c'est un match reporté, il ne peut pas le disputer. En défense, on aurait Dagba, Kerrer, Kimpembe. Kimpembe, si on n'apprend pas qu'il a chopé le Covid dans les prochaines heures, parce qu'on l'a vu se toucher Kalina de machin à l'entraînement d'équipe de France avec Mbappé. Bernat à gauche. Un milieu de terrain, Verratti, Gay Herrera. Sarabia, Draxler sur les côtés pour animer les côtés. Et en neuf, alors là, écoutez bien, ça serait soit Ressé, car le club mercredi dernier, il avait posté une photo avec un masque du PSG pour montrer qu'il revenait au Paris Saint-Germain, ou le jeune Arnaud Kalimundo qu'on a vu pendant les matchs amicaux, qui a 18 ans et qui est monté avec le groupe depuis la reprise de l'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses de cette compo, Mousse? Écoute, c'est pas si catastrophique que ça. C'est quand même une équipe compétitive. Le seul problème, en fait, de ce 11, c'est plutôt le banc. C'est-à-dire que par contre, sur le banc, parce que là, tu utilises quasiment la totalité de ton groupe pro valide. Et je ne parle pas des jeunes, hein. Donc d'où la surprise Ressé. Alors sur Ressé, je m'interroge parce que si tu le fais jouer même une minute, tu es obligé de lui filer sa prime de champion à la fin de saison. Et là, c'est vrai. Ouais. Philippe Abdallah, par contre, s'il brille,
c'est un moyen aussi pour toi de l'exposer et de pouvoir le vendre. Absolument. Non, mais c'est ce que, non, mais ce qu'il dit, non, mais ce que dit Mousse est total et très juste. Attends ton tour, Abdallah. Calme-toi. Donc, je te disais, sur l'équipe en elle-même, je ne suis pas très inquiet. Parce que, alors, je ne sais pas si pour ce match, normalement, je pense que Mandanda peut être de retour, si je comprends bien. Ouais. Mandanda, il peut jouer. Je crois qu'ils n'ont plus trop de cas de. Surtout là, je Brest déjà. Ouais, et puis Payet, je crois qu'il était positif, mais c'était il y a une semaine ou deux. Donc, je pense qu'eux, ils auront leur équipe type. Ce qui est intéressant pour nous, c'est déjà de donner du temps de jeu à ceux qui jouent un peu moins d'habitude, parce que je rappelle que ce sont les seuls qu'on puisse entraîner collectivement. Donc, eux, ils auront un peu plus de rythme. Par contre, c'est leur premier match officiel. Donc, moi, ce que je crains, c'est pas tant la défaite. C'est un match, on peut perdre, il n'y a pas de problème, même si c'est contre Marseille. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est le manque de rythme. Oui, je sais, Yacine, je dis ça parce que je ne peux pas dire autre chose. Tu sais ce que je pense. Mais moi, ce qui me fait un peu plus peur, c'est par contre le risque de blessure, parce que ce sera le premier match officiel et tu vas rencontrer Marseille. Eux, ils vont être super motivés parce qu'ils se disent c'est le moment ou jamais. Parce que battre le PSG, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, mais les battre au Parc des Princes, là, crois-moi, je pense qu'ils sont archi motivés. Et dernière chose, on a appris aussi que certains des premiers contaminés, les 6 premiers, pourraient peut-être faire leur retour contre l'OM. Mais là aussi, même si ils pourront, parce qu'il n'y aura plus de traces, il y aura un manque évident de rythme, parce qu'ils n'auront participé quasiment à aucun entraînement collectif, ou peut-être 2 jours avant. Donc, voilà. Donc, je t'ai quand même parlé du match de Lens, tu me parles du match direct de l'OM, on sent le pari. Ah oui, c'est incroyable. Lens, je comprends, mais c'est plus dans 2 jours où là, c'est vraiment, il y a les 7 jours en moins, quoi. C'est vrai, mais pour ce que j'ai dit pour Marseille, c'est valable pour Lens, parce que ça sera sensiblement la même équipe. Sauf que. Rico, il sera dispo. Rico sera dispo. Ça sera Boulka. Ouais. Voilà. Et Choupo s'il signe entre-temps. Et Choupo s'il signe entre-temps. Abdallah, avant de dire Varias. Voir la liste pour la qualification, à quel moment on l'envoie pour le match. Je crois que c'est 24 heures avant que tu dois envoyer la liste de joueurs pour participer au match. Donc, je sais qu'ils font tout pour le signer avant, pour qu'il puisse faire partie du voyage. Écoute, on verra. Sinon, il y a toujours les petits jeunes il y a les U19, pardon, donc Kalimundo, Ruiz, etc. Ouais. Mais il parle plus que moi, Mousse. Bon, plus sérieusement. Mais c'est incroyable. On a deux chroniqueurs qui se tirent la bourre, là, qui aiment bien. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, plus sérieusement. Ah non, j'attends moi. Regarde-moi ça. Non, plus sérieusement. Il a eu raison sur un truc. Bon, oui, effectivement, on ne va pas revenir sur. Attention, Lens est hyper important. Le staff ne considère pas le match de Lens comme un match gagné. Ils en parlaient encore récemment. Avant de penser à l'OM, il faut penser au match de Lens. C'est à Bollaert. Et gagner à Bollaert, même s'il y a très peu de spectateurs, c'est pas évident, c'est pas donné, surtout avec l'équipe que le PSG va devoir, que Tuchel va devoir composer, une équipe B. Il y en a certains qui parlent d'équipe C. Non, c'est une équipe B, c'est une équipe qui tient la route, un milieu de terrain, tu l'as dit, qui tient la route, avec un Ressé qui vont peut-être devoir faire jouer. Leonardo, enfin, je sais qu'au niveau, petite indiscrétion, je sais qu'au niveau du staff, ils veulent le mettre en avant, ils veulent le faire jouer pour pouvoir pour l'exposer, comme l'a dit Mousse, et essayer de le vendre derrière. Mais Tuchel, enfin, comme vous le savez, n'est pas trop d'accord. Donc là, on part quand même sur une attaque. Sur une doublette une triplette assez inédite. On a quand même Sarabia. T'as quand même du Sarabia, t'as quand même du Gay, t'as quand même du Verratti, t'as quand même du Herrera, peut-être du Kipembe. Là, on va le savoir dans 2-3 jours avec les tests. En revanche, pour la fréquence des tests, c'est pas tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je ne sais pas. Ça faudrait quand même se renseigner sur cette question. C'est tous les 2 jours. Ouais, tous les 2 jours. Donc, demain, après-demain, il y aura, on l'espère pas, on ne le souhaite pas, mais il y aura peut-être de nouveaux cas, dès demain, dès après-demain. Donc, dans quelle époque Kerrer et Draxler qui reviennent aussi d'un rassemblement, peut-être qu'il y aura une mauvaise surprise aussi. C'est jamais, ouais. Donc là, non, mais pour résumer rapidement la situation,
Que ce soit face à Lens ou face à Marseille, même face à Marseille avec une équipe titulaire, voilà, tient la route. Ouais, Elle ouais. tient la route, même si effectivement ils seront en manque de rythme, mais on a un milieu qui tient la route, une défense un peu plus bancale, une attaque bien évidemment qu'on n'aura pas l'habitude de voir, mais globalement elle tient la route. Donc voilà, tous ces gens qui disent oui, on va jouer avec une équipe C, voire D ou n'importe quoi, non, le PSG est une équipe capable de remporter ces deux matchs-là. Yacine. Il y a un truc sur lequel je voulais rebondir, c'est Mousse quand il a dit ouais peut-être qu'on va récupérer. En fait, ils ont mal interprété le nouveau règlement justement. C'est qu'en fait au bout de 8 jours, tu refais des tests, mais tu dois t'entraîner tout seul. Et en fait quoi qu'il arrive, tu ne peux pas réintégrer le groupe avant 14 jours. T'es isolé dans l'entraînement, tu t'entraînes tout seul. Voilà. Donc en fait, le problème c'est en fait, il y a une partie du texte où c'était mal expliqué. Et du coup, avec la nouvelle règle, je crois que c'est de toute façon mort parce qu'ils seront à 14 jours les premiers contaminés contre Marseille. En fait, ils pourront reprendre comme le lundi. Voilà, à un jour Ah, près. lendemain du match. Ouais, ouais, D'accord. Donc c'est mort, quoi. ouais. Ok. Donc voilà. Après, le problème en fait du PSG, je vais aller un peu plus loin, c'est qu'en fait, il y a tous ces matchs qui s'enchaînent très vite à cause de tous ces reports. Parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG va jouer donc jeudi contre Lens, dimanche contre l'OM, mercredi contre Metz et samedi contre Nice. C'est Nice, c'est le prochain Ouais, lundi. voilà. Ça fait 4 matchs en 10 jours pour des joueurs qui ne se sont pas entraînés pendant presque 10 jours, qui reprennent à peine. C'est compliqué à gérer avec 7 absents qui vont revenir la deuxième semaine, mais malgré tout, les 2 premiers matchs, tu vas les faire avec un groupe très restreint, Ouais. voire encore plus restreint s'il y a des mauvaises nouvelles dans les 3 prochains jours. Voilà, ça commence à faire beaucoup, mais c'est une question, encore une fois, d'organisation. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y ait de moins en moins de semaines, enfin, qu'il y a moins de semaines qu'avant pour tout organiser, mais je pense quand même qu'il y a des périodes de l'année où tu peux peut-être plus enchaîner les matchs que d'autres. En reprise, d'habitude, tu fais un match par semaine. Tu ne peux pas faire 2 matchs par semaine pendant 3 semaines dès la reprise. Donc, il y avait peut-être moyen de faire autrement et de décaler. Enfin, bref. Oui, oui, ça, Voilà. Tout ça, c'est l'organisation qui fait que ça te plombe. Et tu as la Coupe de la Ligue en moins et tu as les 5 remplacements aussi, Voilà. qui te permettent un tout petit peu de rééquilibrer les débats, si je puis dire. Donc voilà, après les 5 remplacements avec le PSG, ce sera des U19 là, sur les 2 premiers matchs. Sur Mais le banc, voilà. ça va, t'as Diallo, t'as Pembele, Caio Ruiz. En gros, c'est ça, ça sera les remplaçants jeudi contre Lens. Hein. Bah, c'est le moment de les voir. Bah, ils veulent du temps de jeu. Ils veulent du temps de jeu. Avec les pros, c'est le moment de les jeter dans le bain et de nous montrer voilà, ce qu'ils savent faire. Non, enfin, Ouais, ouais, t'as raison. Arnaud voilà. Calimundo, Mousse, je pense qu'il a une carte à jouer quand même, parce qu'on l'a vu en amical, il était plutôt intéressant, numéro 9. Je ne sais pas Ah, si de c'est toute façon, titularisé. c'est le seul pur neuf attaquant Est-ce que qu'on ait actuellement de disponible. Parce que Mbappé. Choupo-Moting, voilà, je rappelle que Choupo-Moting n'est pas véritablement un neuf, il est plutôt plus à l'aise ailier côté gauche. Il y a peut-être quelque chose que peut tester Tuchel, c'est sur le côté gauche, parce que Kurzawa est disponible. Peut-être positionner Bernat comme c'est un bon contre-attaquant, peut-être en ailier et en latéral gauche, Kurzawa. Ça, c'est une possibilité. Mais Kalimundo est tout à fait capable face à Lens et même face à Marseille d'occuper ce poste. Il faudra juste qu'on puisse lui envoyer quelques ballons. Et quand on sait qu'il y a Sarabia qui est titulaire, qui sera disponible, Draxler qui est capable aussi dans le rôle de Neymar de pouvoir lui donner quelques ballons. Je vous ai parlé de Bernat, que ce soit latéral gauche ou plus haut sur le terrain, c'est aussi un joueur qui est capable de centrer. Donc, encore une fois, jusqu'à jeudi, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres cas reconnus, parce qu'on m'a dit ce matin, mais je n'ai pas encore de confirmation, qu'il y aurait peu de possibilité aussi qu'il y ait un membre du staff de Thomas Tuchel qui soit possiblement touché. Et on parle aussi d'un 7e joueur qui pourrait probablement être touché. Donc on attendait un 8e. huitième. Dans la journée, on va voir si ces informations sont confirmées. Mais si c'est le cas, ça pourrait encore poser quelques problèmes. Tant qu'on n'a pas de nouveaux cas, encore une fois, cette équipe, elle est compétitive. Si on apprend d'ici jeudi qu'il y a encore des nouveaux cas, là, ça commence à être inquiétant. On parle aussi d'une possibilité que Mediapro puisse mettre la pression sur la Ligue pour reporter les matchs, parce que pour Mediapro, le Classico, c'est quand même très important. Je rappelle qu'ils ont mis plus d'1 milliard
sur les droits télé, et c'est pas pour voir une équipe U19 face à une demi-équipe de Marseille ou de Lens. Un classico low cost. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, il faut voir, hein, mais pour l'instant, on a ce qu'il faut. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'autres cas. Voilà. J'ai repris quand même la fiche de Ressé parce que c'est l'occasion d'en reparler. Quand même, c'est intéressant. Vous êtes vache avec lui. Mais pourquoi non, vous lui chance à ce Abdellah, je vais juste faire la fiche de Ressé pour vous dire quand même qu'il est arrivé en club en 2016, qu'il est âgé de 27 ans, qu'il a été recruté du Real Madrid pour 25 millions d'euros avec un salaire estimé à 7 millions d'euros par an, qui n'a jamais vraiment convaincu au PSG, hein, qui a fait une saison et puis ensuite qui a enchaîné les prêts depuis 2017. Las Palmas, Stoke City, le Betis. Le Sporting Portugal la saison dernière, où voilà, ça ne s'est pas vraiment, l'expérience n'a pas été plus fructueuse. Ils ont voulu le renvoyer en janvier, le PSG a dit non. Hein. Ouais, non, c'est ça. Le Sporting Portugal ne voulait plus déjà du joueur. Et fin juillet, l'ex-madrilène Ressé avait confié une interview à Marca en disant qu'au PSG, on ne lui avait pas laissé sa chance et qu'il restait quand même à la disposition du club. Donc, s'il joue dans 2 jours, ce sera l'occasion de montrer qu'il peut jouer au Paris Saint-Germain. Mais de ce que j'ai vu physiquement, là, il a porté. Bon, déjà, quand il a mis la photo avec le masque était à l'envers. Bon, ça après. Mais j'ai l'impression qu'il avait l'air un peu enrobé. Je ne veux pas me moquer, hein, je suis pas comme ça, mais il avait l'air un peu enrobé. Moi, je parle juste physiquement. Après, je n'ai pas vu entièrement, mais bon, voilà. Il a l'air moins enrobé qu'Icardi, en tout cas. Rester titulaire en 9, Abdellah, t'en dis quoi? Non, franchement, Ressé, bien évidemment. Enfin, Ressé, c'est un problème, c'est un caillou dans la chaussure, c'est un contrat de 5 ans, c'est un salaire monstrueux. À chaque fois qu'il est prêté, pourquoi il revient, pourquoi on le conserve pas? À un moment, il va falloir s'interroger. Surtout les clubs qui l'ont récupéré et qui nous ont refilé la patate chaude à chaque fois. Donc là, visiblement, sur les réseaux sociaux, il nous a démontré qu'il avait fait le nécessaire. Ses photos encore de loge, etc., ce masque à l'envers, ça fait partie du personnage. Ça fait partie de Ressé. Mais moi, je pense que pour Ressé, faut revenir aux origines du transfert. Je pense que Ressé, attention, cet avis-là ne concerne que moi. Je pense que quand il est parti du Real Madrid, c'est 5 ans déjà, bon, ça a été une erreur monstrueuse de la part de la direction de l'époque, mais je pense que Ressé est venu avec une espèce d'excès de confiance par rapport au championnat de France, par rapport à la Ligue 1. Il s'est dit, je sors du Real Madrid, je suis un jeune qui a pas mal fonctionné, sous Mourinho, Ancelotti. Qui revenait d'une grosse blessure, hein, Abdellah. Il sortait aussi d'une grosse blessure, mais je pense qu'en arrivant ici, comme pas mal de joueurs qui viennent de l'étranger, de gros clubs, en se disant que la Ligue 1, c'est facile. Que la Ligue 1, je veux m'amuser, je sors d'un gros club, du Real, du Bayern, de la Juve ou n'importe quoi, je vais m'éclater. Non, c'est pas aussi simple que ça, mon gamin. Quand il est arrivé, il s'est rendu compte que non, que c'était beaucoup plus difficile que ça. À l'instar, par exemple, et là je terminerai là-dessus, d'Akrikoviak, qui avait excellé à l'époque quand il était à Séville, et quand il s'est retrouvé au milieu dans l'entrejeu avec ces gars très techniques autour de lui, tout de suite on a vu ses lacunes. Et ça arrive souvent, c'est récurrent comme problème. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent avec un excès de confiance et qui se noient très rapidement au sein d'un collectif beaucoup plus technique qu'ils ne l'auraient espéré. En tout cas, on aura l'occasion. C'est un truc. Il y a aussi autre chose. Il faut oublier qu'il arrive en même temps que Unai Emery et c'est pas du tout un choix de l'entraîneur. Il est un peu imposé. On l'impose à l'entraîneur et l'entraîneur, il avait déjà lui une idée de ce qu'il voulait faire quand il arrive avec le PSG. Je rappelle que dans son idée, il voulait installer Pastore en numéro 10 pour jouer dans un 4-2-3-1 et que de toute façon, il n'y avait pas de place pour Ressé. Et en plus, vu à l'entraînement et des quelques situations en match, on a vite constaté que Ressé non seulement n'était pas encore remis de l'opération qu'il avait subie parce qu'il avait subi une grave blessure. Et aussi, on peut s'interroger sur le choix d'acheter un joueur qui sortait d'une grosse blessure. À cette époque-là, je rappelle que Leonardo était déjà parti depuis 2 ans et que la direction sportive a été confiée alors en 2016, c'était Létang et je crois que peu de temps après est arrivé Kluivert. Ouais, c'est surtout une grosse erreur de recrutement parce que Ressé avant sa blessure c'était pas mal hein. Il me semble que Zizou il le mettait sur un côté. Avec Zizou il est revenu, ouais. Zizou l'avait fait un peu jouer. Voilà, et avant sa blessure c'était pas complètement dégueulasse. Ouais. Après maintenant aujourd'hui c'est totalement dégueulasse hein. mais avant sa blessure c'était pas un mauvais joueur Ressé Rodriguez. Non, bien sûr, c'est pour ça que écoutez, peut-être qu'on aura l'occasion de le voir dans 2 jours. Réponse de vendredi et quand on débriefera le match dans le podcast. Le plus grand de Yacine. Ah ouais, exactement.
On va passer à la deuxième partie de notre podcast avec la rentrée médiatique. Avant que Leonardo s'exprime dans RMC dans l'Afterfoot, il était venu chez nos confrères de Canal+, ce dimanche dernier dans le Canal Football Club où il était l'invité, où il a balayé toute l'actu, les dossiers chauds du club de la capitale. On ne l'avait pas entendu depuis la finale de la Ligue des Champions perdue par le Paris Saint-Germain. Alors, j'ai pris les déclarations sur les différents sujets sur lesquels il a été questionné. Yacine, je vais venir vers toi pour le premier cas. En tout cas, il a parlé, donc c'était quand même la question, on va dire, une des premières questions d'Hervé Matou, le présentateur, sur les 6 cas de Covid au sein du club. Ça vient un peu dans le prolongement de ce dont on a parlé en première partie. Sur les 6 cas de Covid donc, au sein du club et à l'image que le club renvoie par rapport à ces cas déclarés. Je vous lis la déclaration de Leonardo et Yacine, je te lancerai dessus après. Leonardo, toutes les équipes ont des cas positifs, mais les cas positifs, quand ça arrive à Paris, ce serait un scandale. Ils sont avec leurs femmes et leurs enfants. Neymar est avec son père et son fils. Instagram, cela ne correspond pas à la réalité. Bon, je déteste Instagram. Je suis très attaché à la discipline, le travail, le terrain. Je suis d'une autre génération, mais si on doit leur taper dessus car elles ont un comportement qui nie la performance, on le fera. Mais pas là. Tous les joueurs de foot vont à Ibiza et beaucoup de joueurs du Bayern étaient aussi à Ibiza, ce que disait Abdellah tout à l'heure. C'est vrai qu'en tout cas, là, au moins, il a défendu ses joueurs et il a défendu, en tout cas, voilà, les joueurs ont pensé peut-être qu'il leur taperait un peu plus dessus, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde et c'est à l'image de la société actuelle où le virus repart, etc. Donc, que ce soit des joueurs de foot ou voilà, c'est pas plus, pas moins, quoi. Mais en fait, il souligne le vrai point qui pose problème. C'est tous ces posts Instagram, tous ces posts tout court d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que les joueurs ont, où en fait tu vois 20 secondes ou 30 secondes d'une scène et en fait t'en fais la journée. Voilà. Pour eux, leur vie, c'est ça, mais c'était pas ça. Qu'ils soient sur un yacht à 6 ou à 8. Je veux dire, Neymar, par exemple, pour faire court, Neymar, il vit avec ses potes tout le temps. Donc, qu'il soit sur le bateau ou pas sur le bateau, en fait, ils auraient été chez lui. Donc, ça changerait au problème. C'est pas comme si on avait vu un truc où ils étaient 270 personnes avec des gens inconnus qui arrivent de partout. Ça n'a rien à voir. Donc, ils se sont contaminés. Il ne faut pas oublier aussi que les femmes, elles ont vécu pendant que les joueurs étaient en Ligue des Champions à Lisbonne. Les femmes, elles étaient chez elles. Elles vont faire les courses. Voilà, il peut se passer plein de choses. Il y a des joueurs qui ont attrapé le Covid en famille. Il y a des joueurs, enfin, les gens l'attrapent tous les jours. On le voit bien autour de nous. Donc, en fait, ça n'a aucun rapport. Le seul vrai problème, c'est qu'effectivement, on extrapole avec des photos d'Instagram. Et ça, moi, de toute façon, effectivement, je suis sûrement de la même génération que Leonardo, mais moi, il y a plein de choses là-dessus qui m'énervent. Voilà, il faut tout montrer, voilà. Donc, c'est la vie d'aujourd'hui. Je pense qu'il les a bien défendus. En fait, ce qu'il veut dire, c'est en gros, je suis pas d'accord avec ça, mais malheureusement, c'est la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà, c'est tout. Maintenant, moi, juste plus globalement, pour donner juste mon avis sur Leonardo, qu'on aime ou pas, et on attendra de voir le recrutement, etc. En tout cas, en communication, honnêtement, c'est du très haut niveau. Voilà. Il dit des choses des fois en sous-entendu qu'il faut comprendre. Il les dit sans être agressif, il les dit avec le sourire, comme on l'a dit, on l'a répété plein de fois. Il est dans le charme, mais en fait, ça passe. Tu peux pas lui rentrer dedans. Voilà, franchement, au niveau communication, c'est la grande classe, c'est tout. Parce que j'ai la chance de travailler au Canal Football Club, donc je l'ai vu arriver, etc. Et voilà, c'est comme tu le disais, Yacine, toujours voilà, dans le charme, dans la séduction, beaucoup de sourires, etc. Et même avec les gens qui travaillent, qui étaient en plateau, ils m'ont dit, c'est pas un invité désagréable. Donc c'est agréable de communiquer, voilà, d'interviewer un mec comme ça, un dirigeant du PSG comme ça, parce que voilà, il peut répondre à tes questions tout en ayant le sourire et pas en se braquant, etc. Et au moins, il répond. Alors, peut-être que vous allez me dire, on n'a rien appris d'extraordinaire parce qu'on savait à peu près tout ce dont il allait parler, mais en tout cas, voilà, il a confirmé ce dont on a souvent évoqué dans le podcast, et même ailleurs dans la presse. On va parler du deuxième sujet dont il a évoqué, sur le calendrier de la Ligue 1, Mousse. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais je vous reprends la déclaration de Leonardo justement sur le fait que la Ligue 1 est repris en même temps que la finale de la Ligue des Champions. Le problème de base est d'organiser la première journée du championnat le week-end de la finale de la Ligue des Champions. Pour moi, c'est incompréhensible. On décale le match car on est en demi-finale. 4 jours avant la finale, on discutait pour savoir si on décalait le match ou pas. Les décisions sont politiques ou sportives. Tous les autres championnats européens débutent le 13 ou le 18 septembre. Le calendrier de l'Allemagne est parfait. Ils ont fini 20 jours avant la Ligue des Champions en une semaine ou 10 jours de préparation et ils ont joué. Nous, on fait 4 mois sans un seul match officiel. On joue une finale de coupe où on se fait casser Neymar puis Mbappé, qu'on perd jusqu'à la Ligue des Champions. Et les deux autres clubs français en Ligue des Champions doivent jouer la prolongation en finale de Coupe de la Ligue. On dirait qu'on n'y a pas pensé. C'est vrai que ça décrit un peu ce que Leonardo fustigé hier par rapport à la FFF, mais ça concerne aussi la LFP, les décisions amateurs, à la limite de la LFP, quoi.
Comme le disait Abdallah tout à l'heure, ça prouve que ce pays n'est pas du tout un pays de football. Je rappelle quand même que la Fédération française a accepté de la part de France Télévisions de décaler les 2 finales du samedi au vendredi pour surtout pas déranger les téléspectateurs de Fort Boyard. C'est bien ça. Donc, déjà, rien que ça, franchement, imaginez que vous parliez de ça avec un Italien, un Espagnol, il va mourir de rire. En disant quoi? Vous avez décalé 2 finales de Coupe nationale pour un jeu télévisé. Vous voyez? Donc ça, pas de problème pour la Ligue et pour la FFF. Par contre, adapter un calendrier pour 2 clubs qui vous font gagner des points UEFA, qui arrivent l'un en demi-finale, l'autre en finale, là, on ne veut rien entendre parler. Donc voilà, ça prouve l'amateurisme de la Fédération française et de la Ligue. Et encore une fois, comme le disait Yacine, c'est-à-dire que ne même pas imaginer que vos 2 clubs puissent atteindre le dernier carré, voire la finale, c'est quand même extraordinaire, en sachant que c'était des matchs aller simple, il n'y avait pas de retour, donc on multipliait quand même nos chances d'arriver en finale. Et on a fait fi de tout ça pour pouvoir imposer son calendrier, reprendre, parce qu'en France, on veut toujours faire le contraire des autres. C'est-à-dire que nous, on a arrêté le championnat avant tout le monde, on n'a même pas essayé de négocier pour reprendre. Bon, je ne vais pas refaire la liste, tout le monde en a parlé, vous m'avez compris. Donc, sur ça, Leonardo, il a raison. Yacine disait qu'en communication, il est très fort. Oui, il est très, très fort, il est charmeur, il est tout ce que vous voulez. Là où moi, je suis un peu moins d'accord avec lui, c'est pas sur le même sujet, on va sans doute l'aborder, c'est sur la critique sur les médias qui ne soutiendraient pas assez le Paris Saint-Germain. Bon, ça, là-dessus, je pense qu'il devrait. C'est un combat qui est perdu d'avance, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il ne devrait pas perdre son énergie. Pierre Ménès l'a dit sur le plateau du Canal+, sur le plateau du CFC, pardon. Il a été un peu direct, mais en gros, c'est un club dirigé par des Arabes. C'est le club de la capitale. Ça ne prendra jamais. Et on connaît aussi les relations entre le Paris Saint-Germain et une certaine presse. Et ça sera toujours comme ça. Donc, il ne faut rien attendre des médias français. Sur tout le reste, je suis entièrement d'accord avec Leonardo. Abdellah, je vais venir vers toi sur un dossier qu'il a évoqué. Je sais que c'est un sujet que tu aimes particulièrement, c'est le mercato. Sur les questions mercato, Leonardo a répondu sur le fait est-ce que le Paris Saint-Germain allait annoncer des joueurs dans les jours qui arrivaient, avec tous les départs qu'il y a eu, qu'il faut compenser, et les joueurs aussi absents à cause du Covid. Leonardo répond ceci. Le PSG est toujours ambitieux de ce côté. Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre d'abord avant d'acheter. Il y a le fair play financier qui empêche de mettre toujours de l'argent. On a besoin de vendre des joueurs. Ce n'est pas facile car personne ne veut acheter. On a investi sur Icardi cette année, 50 millions d'euros. Il y a des départs qui étaient prévus. On a une liste prioritaire pour certains postes. Un arrière droit, on en a besoin, c'est évident. Mais on a un mois jusqu'au 5 octobre. On regarde beaucoup le marché français, mais on doit équilibrer. On ne va pas faire 10 joueurs. Il faut être créatif. On a beaucoup d'idées. Il peut y avoir des échanges. On était 29 joueurs dans l'effectif cette saison. C'était un peu trop. La base existe. Marquinhos, Verratti, Neymar, Mbappé, Di Maria, Sarabia, Kimpembe, Paredes. Ils sont tous jeunes. On a la base pour 5-6 ans. Abdellah, par rapport à cette déclaration, est-ce que tu es en phase par rapport à toi, les infos que tu as, etc. Ou alors franchement, je ne suis pas du tout, pas du tout en phase avec ce qu'il a dit. C'est un animal politique, Leonardo. C'est un communicant. Il est extraordinaire. C'est le roi de la rhétorique. Voilà, tu lui dis il fait beau, enfin tu lui demandes s'il fait beau aujourd'hui, il va te répondre Thiago Silva va pas prolonger. Non, mais franchement, c'est du Leonardo dans le texte. D'autant plus que sur le format, toi tu as bossé là-bas, c'est ce parterre de journalistes qui lui posait. Je pense qu'il y avait un fil directeur et qu'au bout de 2-3 minutes, ils se sont totalement éparpillés. Leonardo, tu dois l'avoir en one-to-one. Pour pouvoir lui poser toutes les questions que tu veux. Parce qu'il détourne l'attention, il fait du déminage, il noie systématiquement le poisson. Et concernant le mercato, il y a 2 trucs, il y a 2-3 choses que les gens n'ont pas relevées. C'est sa relation avec Tuchel. Bien évidemment, on lui a posé la question de savoir si sa relation avec Tuchel, et je viendrai sur le mercato juste après, puisque ça en découle. Votre relation avec Tuchel, il n'allait pas dire que ça se passait mal avec Tuchel. Est-ce que tu as contacté Allegri? Mais bien évidemment qu'il a contacté Allegri, mais bien évidemment qu'il a contacté d'autres coachs, et même Allegri, ils se connaissent. Heureusement qu'il l'a contacté, c'est son rôle de le contacter. C'est son rôle de contacter. Donc, il ne va pas dire à l'antenne qu'il n'a pas contacté Allegri. Seconde chose, un truc qui a échappé aux téléspectateurs et à de nombreux tweetos, il a dit une phrase importante que j'avais notée, c'est « Si j'avais envisagé un seul instant de virer Tuchel, je l'aurais fait.
Je l'aurais fait en arrivant. Tu vois, ça, c'est une phrase qui est échappée à pas mal de monde. Tu vois, c'est une façon, encore une fois, de montrer, de témoigner de son leadership. C'est lui qui décide. C'est pas Tourelle, c'est lui. C'est pas un autre. Les joueurs sur le terrain, c'est Tourelle. Encore que, parce que durant les matchs face à Dortmund, etc., Leonardo a mis la main dans le cambouis pour pouvoir, pas influencer, mais discuter un petit peu des choix du coach. Mais là, au regard de ce qu'il a dit, Tourelle lui en veut pour Meunier, le départ de Meunier. Il lui en veut pour le départ de Cavani. Il lui en veut pour le départ pour la non-prolongation de Thiago Silva. Il lui en veut, et ça c'est important, et personne ne le sait, pour la prolongation de Kurzawa. Très peu de gens le savaient au sein du staff, et contrairement à ce qu'il a dit, il y a très peu de gens au sein du club qui savaient ou qui ont pris connaissance comme ça soudainement, même soudainement, que Kurzawa allait prendre 4 ans. Kipembe, l'année supplémentaire, tout le monde est tombé de haut aussi. Attention, il la mérite parce qu'il a fait une très belle année. Mais personne ne le savait non plus. Toutes ces choses-là, ils en ont pas parlé tous les deux. Et contrairement à ce qu'il a dit, il est très fort, attention, c'est un bon communicant. Il est venu, il a vendu son produit. Il a passé un message à tous les DS européens. On n'a pas d'oseille. Encore que, il a été aussi paradoxal. On n'a pas d'oseille, mais on a quand même sondé le marché pour Messi. On n'a pas d'oseille, mais on a quand même sondé le marché comme pour Kamavinga. Sur Messi, Abdallah, c'était au cas où il partirait libre. Voilà, oui, mais bon, Mousse, il faut payer le salaire derrière. Il faut le payer, bien monsieur. Sûr. Et encore une fois, tu peux faire du montage. Oui, après le montage, etc. Et Awar aussi. Donc, tu vois, tous ces paradoxes. Tu vois, c'est tous ces paradoxes. Je ne lui en veux pas. Il est dans son rôle de DS. Mais il y a beaucoup de paradoxes. Il y a beaucoup d'incompréhensions et de contradictions. Là, aujourd'hui, est-ce qu'une seule personne en France ou ailleurs peut me dire quelle est l'enveloppe allouée à Leonardo? Le montant de l'enveloppe? Personne ne peut répondre à cette question. Juste ce qu'il expliquait en plateau, c'est que la jauge du budget transfert est un peu plus conséquente du fait que le PSG a été jusqu'en finale de Ligue des Champions. Oui. En plus de recettes et de droits TV qui On parlait de 140 millions, 130 millions, c'est descendu à 110 apparemment tout à l'heure, mais on est dans ces. Mais bon, il y a le fair play financier, à chaque fois, il te répète les mêmes poncifs. Le fair play financier, le Covid. Parce qu'il n'a pas trop le choix, en fait. Il est obligé de s'adapter en fonction du fair play financier. Yacine, et après, je viendrai te voir, Yacine, sur ces questions mercato, par rapport à ce qu'Abdallah disait, et par rapport aussi à Leonardo, en disant qu'il y avait une base quand même, il y avait des joueurs jeunes, etc., et que il y avait trop de joueurs dans l'effectif cette saison, que c'était un peu trop, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Nous, on en a souvent parlé, justement, du mercato dans le podcast et de ces cas-là. Moi, je l'ai dit de façon souvent, je pense qu'à un moment donné, effectivement, en plus avec la crise, etc., l'idéal, c'est d'avoir une vingtaine, enfin 18-20 joueurs confirmés et 4-5 jeunes à qui tu vas donner du temps de jeu sur des matchs de coupe, sur des matchs où tu mènes, sur des matchs où tu as 14 points d'avance et effectivement, un match, tu peux lancer titulaire un ou deux jeunes. Je pense que c'est l'idéal. De toute façon, on le voit bien qu'il y a de plus en plus de grands coachs qui ne veulent plus travailler avec un groupe de 30 parce que c'est ingérable. Il faut gérer les temps de jeu, il faut gérer les égos, il faut gérer les tensions. Plus tu as de joueurs, plus tu as des risques aussi de tension dans le vestiaire. Et ils appellent des agents aussi. Voilà. Donc Bielsa l'a répété souvent, lui, son idéal, c'est 18 joueurs et 5-6 jeunes. Voilà, c'est parfait. Un groupe de 23-24, ça suffit quand même malgré tout pour faire une saison. Après, moi, je l'ai dit aussi la semaine dernière, pour moi, de toute façon, qu'il y ait une discussion avec le coach sur le recrutement, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est impossible que ce soit le coach qui ait le dernier mot. Parce que le coach, il est voué à partir. Très peu de coachs aujourd'hui restent plus de 3 ans dans un club. Et quand je dis 3 ans, déjà, je vois large. Donc, le coach, il peut pas. On le voit avec Ressé, même si c'est pas Emery. Mais admettons que Emery décide de faire Ressé. Tu le fais signer 5 ans. Depuis, il y a eu 2 coachs qui sont passés et qui scoltinent Ressé. Tu peux pas. C'est le directeur sportif qui décide de la politique sportive, qui choisit les joueurs en discussion avec le président, le coach, etc. Et après, s'il y a un problème avec le coach, il choisit le coach qui va correspondre à ce que tu veux mettre en place. Mais ce n'est pas au coach de dire moi je veux lui, et c'est que lui. Lui, je veux qu'il prolonge, c'est moi qui décide. Ben non, parce que dans un an, tu n'es plus là. Donc, mais ça n'empêche pas, Yacine, ce que tu dis est très juste, mais ça n'empêche pas, attention, hein, on va pas non plus. Ça n'empêche pas les discussions. Non, voilà, c'est ce que je dis. Ça n'empêche pas les échanges, tu vois, mais c'est lui qui a le dernier mot, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Mousse, tu voulais réagir par rapport au mercato parisien et les déclarations de Leonardo dessus?
Ouais, il y a quelque chose qu'il a dit qui était intéressant, parce que il a rarement dit, il a dit ouais, il va falloir être intelligent ou bricolé, ou je sais plus quel Alain, terme il a utilisé, mais en gros, ouais, il parle d'échange de joueurs, de prêts, ce genre de choses. Et voir peut-être faire des opérations comme a fait la Juve et le Barça avec l'échange Pjanic, Arthur, mais c'est un échange payant, quoi, en fait. C'est-à-dire que tu fais double transfert. Ouais. C'est-à-dire que tu fais une sortie d'argent, une rentrée d'argent, et pour tes comptes, c'est mieux. Mais en fait, c'est un échange de joueurs. Et on te perdait en fait. Je voyais le téléphone glisser en fait. Vas-y, reprends. Donc je disais donc que c'est aussi possible qu'il fasse des opérations à la Arthur Pjanic, c'est-à-dire un échange maquillé de joueurs, mais qui serait payant. Donc ça, pour la comptabilité des clubs, c'est parfait. Et puis, c'est pas illégal. Donc, quoi qu'il arrive, on peut partir là-dessus. Et effectivement, il y aura du recrutement. On ne peut pas laisser l'équipe comme ça parce que dans une année comme ça de Covid, on voit déjà que tu peux être privé de joueurs parce qu'ils ont été testés positifs. Donc, même si effectivement, Yacine a raison, avoir un groupe de 29-30 joueurs, c'est un peu trop. Quand on sait déjà comment fonctionne Thomas Tuchel et qui s'occupe uniquement de ses titulaires, qu'est-ce que tu fais des 18 autres joueurs? C'est pareil, c'est compliqué. Maintenant, il va falloir être malin, il va falloir trouver des solutions pour pallier aux absences, au départ de Cavani, par exemple, et de Thiago Silva, parce qu'on voit déjà qu'il a commencé à faire un peu de bricolage, parce qu'il est revenu en arrière une première fois déjà pour Sergio Rico, le gardien qui avait annoncé sur les réseaux son départ et son retour à Séville, et plus récemment celui de Choupo-Moting. Donc c'est que déjà quelque part, il ne ment pas quand il dit ça. Attendez, hop, je le remets. Excusez-moi. Il va falloir que tu mettes ta glu pour que ça colle. Ouais, et donc, il est déjà un peu dans le bricolage. Quand tu rappelles Choupo-Moting, pour lui proposer un an, voire avec peut-être une année en option, c'est que déjà, tu es en manque de solutions. Et le plus important, ça reste quand même le poste de latéral droit et renforcer aussi le milieu de terrain. Donc, on va voir de quelle solution il nous parlait. Parce que je pense qu'il y a deux choses là-dessus. C'est que, en fait, il est obligé de faire ça sur les joueurs de complément. Parce que c'est ceux qui vont être le plus dur à recruter. Parce qu'en fait, les gros joueurs, une fois que tu as mis l'argent, tu as mis l'argent. Mais les joueurs de complément, c'est le plus compliqué. Et finalement, là, tu as des joueurs de complément qui viennent. Bon, alors, 6 millions, je crois, pour Rico. Mais Choupo, il est gratuit. Tu leur donnes à peu près le même salaire. Il ne te coûte rien. Et Sergio Rico, c'était 10 millions d'euros l'option d'achat de base et il a réussi à la négocier Voilà. avec Séville. Voilà. Et la dernière chose, sur ce qu'a dit Abdallah tout à l'heure, j'ai oublié de rebondir, mais quand il dit j'ai discuté avec personne sur les coachs, en fait, faut savoir qu'il discute avec tout le monde, tout simplement parce que tu peux pas, c'est pas le jour où tu décides de virer le coach que tu te dis tiens, bon, maintenant il y a qui sur le marché. Donc, de toute façon, il a peut-être même dû discuter avec Pochettino. Voilà, ils prennent des infos. Avec Allegri, ça c'est sûr, Abdallah a raison. Oui, mais c'est normal qu'ils ne le disent pas parce que tu parles. Voilà. Non, bien sûr, c'est évident. Mais en fait, même le coach en place, le sait. Pour Inzaghi aussi de la Lazio. Mais bon, Inzaghi, de toute façon, c'était prévu qu'il reste à la Lazio, surtout qu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Mais oui, évidemment qu'il a parlé avec d'autres coachs. Heureusement qu'il a parlé avec d'autres coachs, heureusement qu'il parle avec d'autres joueurs, heureusement. Et d'ailleurs, juste je voulais rebondir sur Rico, très rapidement, une petite parenthèse. Sur Rico, c'est un peu plus... lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'il y a eu cette petite cérémonie au retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes, dans ce truc privé, etc., en fait, ce qui s'est passé, c'est que Rico, voilà, la cérémonie se termine et Rico approche et il dit en substance, voilà, c'est la dernière fois, il avait fait un message sur les réseaux, c'est terminé, etc. Mais Rico avait dit une chose très importante, c'est attention, je reviens à une seule condition, que vous trouviez, si tant est que Alphonse trouve une porte de sortie. Parce que c'était la condition, c'était l'équation à résoudre. Et bon, là, on ne sait pas ce qui va se passer avec Alphonse. On parle de Rennes, mais bon, il ne veut pas rester en France. Lui, ce qu'il veut, c'est aller à l'étranger. Tout le monde, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Mais Rico, en fait, a eu ce truc en disant je reviens à une seule condition, c'est que vous trouviez une porte de sortie. Il est très apprécié du groupe. Et ça revient systématiquement. L'esprit de groupe, le collectif, on a créé quelque chose, etc. Et on l'avait dit à un moment lors de la dernière intervention de Leonardo, c'était on veut recruter des joueurs, non plus bling-bling ni quoi que ce soit, on veut recruter des joueurs qui s'intègrent dans un collectif et qui ne fassent pas, voilà, qu'il n'y ait pas Surtout que le vestiaire parisien, il ressemble de plus en plus à un vestiaire de Liga.
c'est très ça. hispanophone, donc ces joueurs sont totalement à l'aise en fait. Tu vois, Voilà. il y a plus d'hispanophones par exemple que de francophones. Absolument. Très fêtard, très uni. Et apparemment, à Lisbonne, Tu vois. et Abdillah, à Lisbonne, ça s'est très bien passé. Pendant ces 2 semaines à Lisbonne, se sont absolument bien passées. Il y a eu il y a eu une ambiance exceptionnelle, sereine. C'est la raison pour laquelle ils ont pratiquement, enfin, ils ont à peine, ils ont effleuré le Graal, mais c'est la condition qui a aussi permis à ce groupe d'aller le plus loin possible dans la compétition. Et c'est ce qui permettra aussi peut-être à ce groupe de perdurer par la suite. Yacine. Justement, par rapport à ça, et je trouve que pour une fois, c'est important ce qui se dit là, parce que Choupo-Moting, par exemple, bon, moi, tout le monde sait ce que je pense de Choupo-Moting, hein, pour moi, voilà, c'est un joueur lambda, enfin bref. Mais l'histoire du groupe, c'est important parce qu'il y a aussi, comme le disait Mousse, Tourelle qui s'occupe beaucoup des titulaires, etc. Et en fait, ce qui pose souvent problème dans un groupe, pour un coach, c'est pas les titulaires. Eux, ils jouent tout le temps. Alors, il y a généralement pas de problème avec eux. C'est tous ceux qui jouent pas. Et en fait, cet état d'esprit, il est hyper important parce que quand tu as un joueur qui fait la gueule parce qu'il ne joue pas, qui va voir le coach toutes les semaines, ouais, je veux jouer, pourquoi je ne joue pas, et ceci et cela, c'est très pesant pour le groupe. Et en fait, un Choupo-Moting, lui, il est là, c'est du bonus, il veut jouer, mais en gros, s'il ne joue pas, c'est pas le drame de l'année, il est content d'être là. Quand on fait appel à lui, 7 minutes, 12 minutes ou titulaire, il donne tout. Et en fait, des fois, dans la construction d'un groupe, c'est peut-être plus important un mec comme ça dans l'état d'esprit que le joueur un peu plus fort, mais qui va te poser des problèmes, comme un Ben Arfa par exemple. Parce qu'il y a un mec sur RMC, je ne sais plus c'est qui a dit ouais, d'accord, parce qu'on garde un mec parce qu'il il a le sourire et qu'il met l'ambiance. Et bah ouais, des fois dans un groupe, c'est plus important qu'un talentueux qui va te casser la tête toutes les semaines. C'est vrai. C'est vrai. Et juste pour finir sur le mercato, sur le rayon des départs, il y a beaucoup de rumeurs, et c'est pour ça que je voulais faire une précision aujourd'hui. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Gueye va quitter Idrissa Gueye va quitter le Paris Saint-Germain, etc. Non. D'abord, moi, les informations que j'ai, c'est qu'il y a très très peu de chances qu'il quitte le Paris Saint-Germain cet été. D'abord, il vient juste d'avoir, sa femme a accouché au mois d'août, il vient d'avoir un deuxième enfant avec elle, donc c'est un nouveau-né, et on sait très bien que les footballeurs détestent déménager quand ils viennent juste d'avoir un enfant parce qu'il est installé, etc., que c'est très compliqué. Deuxième chose, évidemment que Leonardo, il aimerait faire partir quelques éléments qu'il n'a pas fait venir, comme Paredes, Herrera, Gueye. Oui, ça, on peut être d'accord là-dessus. Par contre, il faut aussi tenir compte de ce que veut le joueur. Et encore une fois, Idrissa Gueye, lui, il veut s'imposer et réussir au Paris Saint-Germain, d'autant plus qu'il a la confiance de son coach Thomas Tuchel. Et c'est le coach de cette saison. Il n'est pas parti et je ne pense pas qu'il partira. Donc pour Idrissa Gueye, il y a vraiment peu de chance qu'il parte, sauf grosse proposition d'un gros club qui jouerait la Ligue des Champions. Mais les rumeurs d'un club moyen en Première Ligue, type Everton, Newcastle, tout ce que vous voulez, mais hors de question. Deuxième chose, sur le cas de Draxler, évidemment que tout est fait pour lui trouver une porte de sortie. Mais c'est compliqué pour le salaire qu'il touche. Il joue dans un club qui participe à la Ligue des Champions tous les étés. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est au minimum retrouver un club qui va jouer la Ligue des Champions. Et le problème, c'est que les clubs qui se sont positionnés, c'est d'abord que des clubs allemands. Il n'y a aucune proposition qui viendrait de Première Ligue, par exemple, ou d'Espagne ou d'Italie. Et les clubs de Bundesliga, ce sont des clubs qui ne jouent pas la Ligue des Champions. Malgré l'intérêt du Dortmund il y a quelques temps, mais qui n'est plus d'actualité. Mais aujourd'hui, on parle du Hertha Berlin et du Bayer Leverkusen, même si le Bayer joue, lui, la Ligue Europa. Donc, la question des départs, elle va être aussi très, très compliquée. Quel joueur avec de la valeur, avec une grosse valeur financière que tu peux faire partir? Moi, je me pose la question. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que Paredes, c'est vrai, a une valeur, Herrera a une valeur, Gueye a une valeur, mais le problème, c'est que si tu fais partir ces trois joueurs-là, il faut que tu les remplaces directement. Et dans cette année de Covid, tu as déjà du mal à trouver un milieu pour entrer dans la rotation. Alors, vendre les trois pour en trouver quatre autres, ça me paraît quand même un peu impossible. Abdellah, je te voyais lever la main tout à l'heure, tu voulais réagir. Juste rebondir sur une précision, effectivement, Moussa a raison sur Gueye. Bon, le joueur a envie de rester, le joueur a envie de s'imposer à Paris. Petit bémol,
Après, on n'a peut-être pas la même information. Nous, bon, ça c'est le game, hein, c'est le jeu, c'est pas grave. Moi, je sais qu'au sein du club, qu'au sein du staff, on a commencé à se poser, même on commence à se poser des questions sur le rendement de Gay sur ces 2, 3 derniers mois. On se pose de réelles questions sur son rendement effectif sur un match. Il y a beaucoup d'interrogations. Encore heureux qu'il se pose des questions, il n'a pas très bien joué. Ouais, non, bien sûr. Et c'est parce que tu disais, bon, c'est l'homme de, enfin, c'est Tourelle, etc., etc. Mais même Tourelle se pose des questions. Et heureusement, comme tu le dis, pour revenir là, et justement, par rapport à ce que je viens de dire, lui, le credo, le truc de Leonardo, c'est pour recruter des joueurs. Et d'ailleurs, il a plus ou moins dit en filigrane, au CFC, je dois faire partir des joueurs. On a évoqué Paredes à un moment, c'était pas son choix forcément, c'est toujours cette guerre de clans, cette lutte intestine à 2 balles quoi, qui nous ronge au quotidien. C'est comment dire, c'est Gay et Draxler. Et Draxler, aujourd'hui la presse l'a encore sorti hier, ce dont on parle depuis des lustres et des lustres, il ne partira pas. Il a même été approché par des clubs de Ligue 1, à savoir Nice, à savoir Rennes. Voilà, il ne veut pas aller là-bas. Il veut rester dans un club compétitif qui va jouer la Ligue des Champions et de standing. On rappelle aussi que même son sélectionneur, Joachim Löw, l'a dit plus ou moins dans la presse en disant qu'il faudrait qu'il parte pour avoir sa place aussi dans le. Voilà, ils l'ont pas fait venir par hasard en sélection. Et regarde ce qui se passe aussi. Je terminerai avec ça. Bernat. Regardez comme ça dure la prolongation. Regardez les négociations autour de sa prolongation, comme elle s'allonge. Bah, parce que Leonardo négocie. L'autre veut un salaire qui correspond davantage aux prestations, à ses prestations, qui sont plutôt correctes et même très honorables. Sur ces 2 dernières années, je crois, j'ai plus trop de souvenirs. Et Leonardo, lui, non. Voilà, avec Leonardo, ça négocie dur. Ça négocie dur avec Leonardo. Et c'est ce qui pose problème, encore une fois, au sein de ce vestiaire. Tu as les hommes de Leonardo et tu as les hommes de Tourelle. Et attention, ça ne concerne pas seulement le Paris Saint-Germain. Et ce genre de situation, on la retrouve dans pas mal de grands clubs. Et d'ailleurs, tu as raison sur ce que tu dis, parce que c'est une des raisons pour lesquelles Thiago Silva n'est pas resté, c'est que c'est de salaire. C'est-à-dire que Leonardo, lui, il a conscience que c'est aussi pour ça que tu as du mal à vendre des joueurs. En leur offrant des salaires faramineux, tu te tires une balle dans le pied, parce qu'après, les mecs ne veulent plus partir. Un mec comme Draxler, tu as l'impression qu'il n'a même plus d'ambition. C'est-à-dire que son sélectionneur lui conseille de quitter le club en vue de l'Euro 2021. Bah, il n'a pas l'air d'être pressé. C'est-à-dire que pour lui, j'ai l'impression que je préfère à la rigueur toucher 1 an de salaire et voir l'année prochaine, je peux arriver libre n'importe où, plutôt que de redescendre un peu de gamme, on va dire, jouer dans un club un peu moins huppé, avoir du temps de jeu pour pouvoir espérer être sélectionné. Les mecs, ils n'en sont même plus là. C'est-à-dire qu'au PSG, tu t'installes dans un confort et c'est dangereux. Donc ça, Leonardo, moi, je suis content qu'ils mettent les pieds dans le plat. Et c'est pour ça aussi que peut-être que certains deals capotent, parce que les mecs croient qu'on est encore, comme il y a 3-4 ans, à filer des salaires. Quand on voit le salaire d'Areola quand il avait été prolongé, et même le salaire de Kimpembe. Kimpembe, moi j'adore le joueur, hein, il n'y a pas de souci, mais est-ce que tu lui rends service en lui filant 7,5 millions d'années à 23 ans 7,5 millions d'euros à l'année, pardon, à 23 ans. Je ne suis pas sûr. Après, tu fais comment quand tu veux passer à l'étape au-dessus? Tu vas réclamer 10 millions de salaire? Ah, mais c'est vrai. C'est une donnée importante à prendre en compte. Il y a également un autre sujet, Yacine, sur lequel est revenu Leonardo, c'était par rapport, on lui a sorti au CFC, la déclaration de Kylian Mbappé qu'il a accordée dans un entretien à Téléfoot, l'émission Téléfoot, où il disait qu'il faudrait que Paris ait des recrues, achète, etc., pour pouvoir gagner avec des champions. Et Leonardo a répondu justement en filigrane, en même temps, en parlant des prolongations de Neymar et Mbappé. On veut continuer avec les 2 joueurs, tout est clair pour tout le monde, on a déjà parlé avec eux, mais il faut trouver le bon moment et la bonne manière de conclure avec eux. On a la chance d'avoir 2 joueurs comme ça dans l'équipe, c'est quelque chose d'énorme de les avoir ici. Pour Mbappé, la réflexion est normale, donc par rapport à sa déclaration. Il y a tellement de bonnes choses à Paris que le mariage est parfait. Il y a de grandes équipes qui vont traverser des moments difficiles aussi. Paris sera une équipe qui va briller dans les années à venir. Donc c'est plus ou moins une réponse pour dire que Mbappé doit rester et qu'il y aura sûrement des recrues pour venir compléter l'effectif. Mais en tout cas, je pense que Leonardo est plus ciblé sur prolonger Mbappé peut-être que Neymar qui, je pense qu'il préférait prolonger Mbappé en tout cas dans un premier temps. Ouais, enfin déjà le début de sa réponse, c'est plutôt aussi on pense le même avis, on n'a pas besoin de ton avis surtout. Je pense qu'Mbappé, il va falloir qu'il arrête de donner son avis. Moi je le répète depuis un petit moment, il progresse plus, il se regarde jouer.
Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il arrête de vouloir recruter, de vouloir prendre des responsabilités. Tu sais, à un moment donné, c'est facile de parler. Même moi, je peux dire demain, moi, je suis capable de jouer au PSG, mais c'est sur le terrain que tu le prouves. Donc, il veut des responsabilités, il n'a qu'à le prouver. Pour l'instant, dans les gros matchs, il n'a rien prouvé. Et là, il donne son avis sur le recrutement. En gros, faut qu'on recrute pour briller et tout, mais on n'a pas. Enfin, je veux dire, t'es qui? T'es qui Mbappé pour donner ton avis? Donc, voilà, c'est bien, il l'a donné, ok, tant mieux, mais je pense que surtout la première réponse de Leonardo, c'est en gros, on est du même avis, on n'a pas besoin de savoir ce qu'il pense. Maintenant, moi, je ne sais pas honnêtement si. Moi, honnêtement, j'ai des doutes sur le fait de savoir qui de Mbappé ou de Neymar Leonardo préfère garder. Voilà, moi, je ne suis pas si sûr que ça, que ce soit Mbappé. Il a parlé quand même de Mbappé en insistant quand même sur Kylian Mbappé, que c'était Ouais. l'avenir du Paris Saint-Germain. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Abdallah. Enfin, pour moi, c'est plus Mbappé. Pourquoi? Pour l'image, surtout. Il ne faut pas oublier que Neymar, l'année dernière, il a dégradé son image et par la même occasion, celle du Paris Saint-Germain avec toutes ces histoires extrasportives. Et qu'à ce moment-là, au Qatar, surtout sur les histoires de filles, etc., les photos qui étaient sorties, qui étaient très vulgaires, ça a choqué au Qatar. Et ça donne. Déjà que l'image du PSG, c'est une image bling-bling de gens friqués, etc. Alors, si en plus tu ajoutes des histoires extrasportives, c'est la catastrophe pour eux. Et on sait que le Qatar est très, très attaché à leur image. Mbappé, lui, il représente l'avenir, la jeunesse, le gendre idéal, tout ce que tu veux. Donc évidemment que la priorité des priorités, et je vous rappelle aussi que l'été dernier, Leonardo a ouvert la porte à un départ de Neymar. Et que si Barcelone avait payé le prix, Neymar serait sans doute plus là. Donc évidemment que la priorité, c'est Mbappé. Mais moi, je pense qu'Mbappé ne prolongera pas. Et je pense même qu'il y a une info qui était sortie il n'y a pas longtemps d'un média étranger qui disait qu'il avait repoussé 3 offres. C'est faux. Il ne s'assit même pas à la table. C'est-à-dire que les Mbappé, enfin, en tout cas, lui, ne s'assoit pas à la table des négociations. Donc il a pas pu refuser quoi que ce soit parce que lui, il ne veut pas l'entendre parler pour l'instant. Ouais. Et je pense que ces déclarations vont peut-être dans ce sens-là. Quand tu parles de recrutement, etc., c'est peut-être aussi pour mettre la pression sur le club. Après, je suis d'accord avec Yacine. À cet âge-là, normalement, tu n'es pas censé. Mais une dernière chose, s'il parle comme ça, c'est qu'au PSG, on le laisse parler comme ça aussi. Ouais. Non, mais en fait, on lui fait croire qu'il est en position de donner son avis. Et personne ne lui dit non, petit, ça, c'est pas ton job. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a. Je peux parler, Hugo? Oui, vas-y, je te lançais, Abdallah. Ah oui, d'accord, je pensais que tu. Non, je rejoins nos deux compères. C'est vrai qu'Mbappé, à un moment, il va falloir qu'il arrête de parler et qu'il fasse ses preuves sur le terrain. Et surtout, pourquoi je parle de ça? Parce que je fais référence à l'action dans laquelle il aurait pu marquer face au Bayern et qui a fait beaucoup jaser au sein du club. Et pas seulement au sein du club, au sein de sa famille aussi. C'est-à-dire que il a une famille et un papa et une maman qui sont très exigeants et qui l'ont chambré, qui lui ont dit, même lors de la cérémonie, ils en ont parlé. Je me dis, mais regarde ce que tu as loupé. Regarde ce que tu as loupé. Travaille devant le but. Continue à travailler. Arrête. Ouais, mais non. Arrête de devoir plus. Tu as voulu prendre tes responsabilités. Ce but, tu aurais dû le mettre. Ce but, tu es en face. Si tu étais en face, tu aurais dû. Oui, mais Herrera et tout. Non, ce but, tu étais en face. Tu es champion du monde, tu dis que tu es le meilleur, tu dis que tu veux prendre tes responsabilités, tu dois nous planter ce but. Voilà, c'est là où on t'attend. Si tu veux assumer tes responsabilités, ben, il va falloir que tu les assumes aussi sur le terrain. C'est la raison pour laquelle je rejoins un petit peu ce que disait Yacine. Effectivement, à un moment, arrête de parler. Prouve-le. Et pour revenir sur le club veut, bien évidemment, on partirait plus sur une prolongation d'Mbappé que Neymar ou n'importe quoi, mais ils veulent les deux. Le Qatar veut absolument les deux. Et d'ailleurs, Leonardo ne cesse de le répéter. On a les deux meilleurs, on a parmi les les 5 meilleurs joueurs du monde, dont Neymar et Mbappé. Ils veulent prolonger les deux. Mais il ne s'est jamais assis à la table, Mbappé. Il s'est jamais assis à la table. On lui a fait des propositions. Il les a. On sait. On lui a fait des propositions, même financières. Il le sait, même verbales, mais jamais à l'écrit. Mais pour l'instant, il continue à tempérer. Et là, il continue à tempérer en disant oui, on veut un gros mercato. Mon petit bonhomme, si tu veux un gros mercato, mets-nous le but en finale de Ligue des Champions. C'est pas parce que tu es champion du monde que ça y est. Lui, en fait, son leitmotiv au quotidien, le leitmotiv quotidien de Mbappé, c'est je vais être ballon d'or, je vais être soulier d'or, je vais être ceci, je vais être cela. Et à un moment, il va falloir qu'il pense collectif. Comme lui a dit Neymar en arrivant. Neymar, en fait, il le considère comme un petit frère.
Si tu veux grandir, si tu veux le ballon d'or, il va falloir que tu joues davantage collectif. Il va falloir que tu penses davantage à l'équipe. C'est comme ça que tu parviendras à avoir le ballon d'or. C'est pas systématiquement en pensant à tes stats, en pensant à toi. Voilà, c'est ça le problème d'Mbappé. C'est un énorme joueur. C'est le futur du football mondial. Mais à un moment, il va falloir qu'il sorte un petit peu voilà, de son côté très. Voilà. Juste une dernière chose sur Mbappé et sur le fait qu'il réclame certaines choses. Il ne faut pas oublier que souvent aussi, demande à Mbappé dans les rassemblements d'équipe de France de parler aux joueurs pour essayer de les faire venir au PSG. Et je ne parle pas de la dernière rumeur qui est sortie il y a 2-3 jours, hein, mais même si vous remontez à, il me semble que c'était l'année 2018, où je crois que c'est Enrique qui veut faire Kanté, N'Golo Kanté, et c'est Mbappé pendant les rassemblements de l'équipe de France qui tente de séduire N'Golo Kanté, qui tente de lui dire voilà, viens chez nous, on va avoir une équipe de dingue, on va gagner la Ligue des Champions. Après, N'Golo Kanté, il ne voulait pas du tout entendre parler de la Ligue 1, ni du PSG, ni de la Ligue 1. Mais c'est aussi, comme je vous dis, c'est qu'au PSG aussi, on lui confie cette tâche. Donc peut-être que lui, quelque part, il se dit ah bah voilà, on me donne des responsabilités, alors je vais dire ça, je vais faire ci, je vais faire cela. C'est peut-être pas la meilleure idée. Et d'ailleurs, petite info qu'on m'avait glissée il y a quelques temps, il a même parlé à. Et là c'était plutôt le contraire. Il a demandé à la direction de se pencher un peu sur le cas de Thauvin, parce que c'est son ami et qu'ils s'entendent très très bien et qu'il lui reste 1 an de contrat à Marseille. Bon, ça se fera pas, hein. Mais voilà. Mais il c'était tente parce qu'il sait qu'il est important. Alors, et lui, il est vraiment pote avec toi, hein. Ils ont passé quelques jours de vacances cet été. Ils sont, au rassemblement à Clairefontaine, il me semble qu'ils souvent ils occupent la même chambre, ils jouent au jeu ensemble, etc. Et il y a une complicité footballistique. Ce sont 2 joueurs de ballon. Bon, ça se fera pas, hein. Mais Mbappé, voilà, il distille un peu ses demandes. Voilà. On est déjà à 1h10 de podcast, donc on va faire un peu plus court sur les 2 derniers thèmes. Je vais venir vers toi, Yacine. Il a également parlé du départ de Thiago Silva. Et c'est intéressant parce que ça englobe aussi la politique sportive du club que veut faire Leonardo cette saison. Sur le départ de Thiago Silva, donc, il répond Leonardo, on a parlé au dernier moment, hein. Pour lui comme pour Cavani, ce sont des décisions difficiles, car ce sont des idoles du club. Ce sont des idoles totales du club. 1 an de plus ou de moins, c'est difficile. On a pris cette décision en mars pour des raisons financières et pour changer de génération. Après, il y a eu ce parcours différent en Ligue des Champions. On a un groupe joyeux qu'on a envie de maintenir. C'est pour ça que je suis revenu vers Thiago Silva, mais il a dit non. Ça, c'est intéressant quand même, parce qu'on avait juste eu les déclarations de Paulo Tonietto, l'agent de Thiago Silva, et d'avoir le point de vue par rapport au club et Leonardo. C'est vrai que là, il dit en gros que peut-être qu'il s'est dit par rapport à l'équipe, et peut-être Léonard et Tourelle, on le sait très bien que vous voulez garder Thiago Silva, et peut-être voulu le prolonger par rapport à ça. Moi, je pense pas. De toute façon. Je pose la question, Moussa. Moi, je vais poser les questions. Ah non, ça n'a rien à voir avec toi. C'est Leonardo qui me fait rire dans ses mensonges, en fait. C'est tout. Ah non, ça n'a rien à voir avec toi, Hugo, t'inquiète. Non. C'est que c'est Léo qui me fait rire. Parce que. Aïe. C'est un petit mytho. Moi, j'avais dit de toute façon, il faut tourner la page. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, quel que soit le joueur, c'est un travail. D'accord? Ils sont là pour être performants pendant un temps limité. Les histoires, machin, tout ça, on sait très bien comment Thiago Silva était arrivé, etc. L'histoire, ok, tu l'écris après, tu t'attaches à un club, etc. Mais malgré tout, c'est du business et c'est aussi, tu restes parce que, on le disait tout à l'heure, Mousse l'a dit, c'est aussi parce que tu as un très gros salaire, etc., etc. Moi, je pense qu'il fallait tourner la page, il fallait donner les clés à Kimpembe Marquinhos en espérant que Thomas Tuchel enlève Marquinhos du milieu de terrain. mais voilà, il fallait tourner la page. Il a fait 8 ans, il a fait progresser le club dans plein de domaines, il a apporté ce qu'il avait à apporter. Voilà. Et en plus de ça, tous ceux qui disent aujourd'hui, ah ouais, il a fait un bon final 8 et il fallait le prolonger. Demain, il recule et il te fait perdre un match. Ils auraient dit, ouais, on l'a prolongé, c'est un scandale. Donc, je connais le foot, hein. Donc, on arrête là. Merci pour tout. On a 2 jeunes joueurs qui ont 25-26 ans, qui sont dans la force de l'âge, qui ont en plus des profils qui correspondent au football moderne. Il fallait leur donner les clés, c'est tout. C'est ce que Leonardo a dit, hein, en somme, hein, que c'était sur les joueurs comme Marquinhos et Kimpembe sur lesquels le PSG devait bâtir son avenir. Mousse, tu voulais réagir rapidement sur, parce que sur Leonardo, sur le fait qu'il dit que c'est un peu... Ça me fait sourire, parce que quand il le rappelle, il sait très bien qu'il est engagé avec Chelsea. Encore une fois, c'est juste pour dire à sa direction, bon, ben voilà, j'ai tenté, mais il ne veut pas parce que lui, il veut 2 ans et que Chelsea lui offre ces 2 ans. Donc oui, Leonardo, il a fait de la politique, c'est très bien. Mais moi, je soutiens Leonardo là-dessus à 1000%. Il a totalement raison.
que ce soit pour Cavani ou pour Silva, il y a un moment, il faut tourner la page. Il faut arrêter dans la culture de l'émotion et dans la culture de l'instant. On est un club de foot professionnel. On n'est pas là pour faire plaisir à un mec parce qu'il est resté 8 ans, qu'il a fait des bons matchs. Non, merci, au revoir, à la prochaine. Il faut passer à autre chose. Maintenant, si Thiago Silva il voulait faire plaisir, il avait qu'à rester pour 1 million d'euros par an. Mais exactement. Mais d'ailleurs, personne ne dit ça. Personne ne dit, mais pourquoi Silva, si vraiment il aime le club, il est devenu français, que sa femme, etc., elle adore Paris, soi-disant, etc. Bah, pourquoi ils n'ont pas fait d'effort? Bah non, c'est parce que comme tout le monde, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de D'ailleurs, l'oseille. ça me fait rigoler parce que quand la femme de Thiago Silva, Isabelle, c'est Isabelle, c'est son nom, le nom de la femme de Thiago Silva. Hein, Isabella, quand elle est arrivée à Chelsea, ils ont dit elle a dit dans un live Instagram que Chelsea c'était le meilleur club un des meilleurs clubs du monde, etc. Donc déjà, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est déjà oublié, quoi. Donc ça me faisait rire parce que quand j'ai vu ça, je me dis bon, voilà, sacré girouette. Parce que eux en veulent beaucoup, beaucoup à Leonardo. Parce que Leonardo, il est resté droit dans ses bottes. Comme Cavani en veut à mort à Leonardo, parce que Leonardo est resté droit dans ses bottes. Et là-dessus, il a eu raison. Quand on voit les difficultés du clan Cavani à lui retrouver un club, eh ben, on se dit, bah voilà, il voulait pas baisser de salaire. Donc non, salut, au revoir, à la prochaine. Bon, en dernier thème, on a déjà parlé un peu, donc on va faire plus court, hein, et après on rendra 2 minutes. Hein, ouais, on rendra les clés du podcast après vraiment 2 minutes sur l'avenir de Thomas Tuchel. Vous en avez parlé. Hein. Je veux juste vous rappeler la déclaration parce qu'il y a un bout dont on n'a pas discuté à la fin. Et donc, sur ce dont on a déjà parlé, et Leonardo répond, il a encore 10 mois de contrat, l'ami Thomas Tuchel. On a le temps. On dit qu'il y a un problème car il est arrivé avant moi. J'avais le choix de décider si l'entraîneur reste ou pas. On a parlé très clairement. Bon, je n'ai jamais contacté Massimiliano Allegri. Ça, on en a déjà discuté. On n'en a jamais parlé avec un autre entraîneur pour venir ici. On sort d'une saison très positive. On va être mieux. La situation est très claire avec Tourelle. Il a fait quelque chose de fantastique, la meilleure saison de l'histoire du club. Il sait tout ce qu'on pense, la situation du club, le mercato. On parle tout le temps parce qu'on a évoqué, notamment dans le podcast, on avait fait un podcast spécial sur les relations un peu tendues avec l'ami Geoffroy Garretier qui était venu avec nous en discuter. Les relations tendues entre Leonardo et Thomas Tuchel sur les dossiers mercato, notamment. On parle tout le temps de la possibilité de prendre un joueur ou pas. Il y a toujours une conversation et il n'y a pas un joueur qui n'a pas validé ou dont on n'a pas parlé. Abdella, par rapport à ça et parce que tu entends au sein du club, qu'est-ce que tu penses des déclarations? Est-ce que c'est vrai qu'ils discutent vraiment? Écoute, moi, je veux te la faire courte. Je veux te la faire très synthétique, très courte. Je ne veux pas rentrer dans les détails, etc. Si Leonardo avait la possibilité, il faut utiliser le bon terme parce que ça va être repris de virer Tuchel dès demain, il le ferait. Il le ferait tout de suite, il le ferait dans l'heure. Il le ferait dans l'heure. Pourquoi? Pour faire venir ses gars à lui, pour faire venir Allegri ou peut-être un autre, pour faire venir ses joueurs à lui, etc. Ça fait, et d'ailleurs, il l'a dit, voilà, il a précisé, il lui reste 10 mois, il lui reste pas un mois, 10 mois. S'il avait pu préciser les heures, les minutes et les secondes, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Non, mais il y a des choses qui ne trompent pas comme ça. On sait pertinemment que c'est pas l'idylle. Ils vont pas dîner au restaurant tous les soirs. Il y a eu pas mal de tensions, notamment dans la composition de l'effectif. Tuchel, à sa décharge, il s'en est pris plein la tête lorsqu'Antero était là. Il était seul face à la presse durant 6 mois. Ça, faut pas l'oublier. On lui a tiré à boulet rouge. Et là, il se retrouve avec Leonardo, etc. Et on l'a vu. On l'a vu encore récemment. Cas pratique, final, il fait pas rentrer Icardi. Leonardo lui en a voulu. Il a fait rentrer Choupeau, même s'il a marqué pour un autre. Leonardo lui en a voulu, ainsi que pour Draxler. Donc cette petite guéguerre là. Si Leonardo avait la possibilité de virer Tuchel ce soir, il le ferait. Mais là, il est en finale de Ligue des Champions. C'est cuit. Ouais. Yacine, je fais un petit tour avec vous. Pareil sur ce qu'il a dit sur Thomas Tuchel. Le même avis que Abdella. Nous, on a fait le podcast, donc je ne vais pas rajouter ce que j'ai dit. Le seul truc, c'est effectivement, moi, je pense que la vraie phrase, c'est il lui reste un an. Non, il lui reste même 10 mois. Non, mais ça veut dire qu'il n'y a même pas un an. Mais oui. Bah oui. Mousse. Non, évidemment que s'il avait pu venir avec son propre coach, ce qui est normal, hein, ce qui est le cas pour n'importe quel directeur sportif, c'est plus simple de choisir ton entraîneur avec lequel tu vas pouvoir échanger. Et puis c'est vrai que Leonardo, par exemple avec un mec comme Ancelotti ou Allegri, les mecs lui disent voilà, nous on veut tel profil, ok, j'ai ça, je te ramène tel joueur, lui va le dire oui, ok, ramène-moi Savic, ramène-moi qui tu veux, pas de problème, moi je m'adapte. Je ferai l'équipe en fonction des joueurs que tu m'emmèneras. Tuchel, lui, c'est différent que dans tous les clubs où il est passé. Il veut un droit de regard sur le recrutement, il veut pouvoir proposer des joueurs.
Et là-dessus, je pense que c'est Leonardo qui a raison. Il doit réclamer des profils. Et c'est à Leonardo de se débrouiller pour lui ramener les joueurs. Et c'est à Tuchel de savoir utiliser les joueurs que Leonardo lui a ramenés. Point barre. Et si tu n'es pas content, et encore une fois, il a raison, Abdallah, s'il avait le pouvoir, Leonardo, de lui dire salut, tu as fait du bon boulot, tu arrives en finale, mais je pense que tu ne feras pas mieux avec cette équipe effective, il l'aurait fait. Sauf que on sait que c'est au Qatar qu'il a été choisi et que pour l'instant, eux, encore une fois, tout ce qui compte pour eux, c'est le résultat. 4 titres nationaux, une place en finale de Ligue des Champions. Pour eux, c'est le meilleur coach de la galaxie. C'est tout. Ouais. Bon, en tout cas, on aura eu le temps d'évoquer tous les dossiers. Je sais que, comme d'habitude, dans le podcast, ça passe très très vite. On est déjà à 1h20 de podcast. Yacine, tu voulais dire ça ne peut pas être le meilleur coach puisque Flick a fait mieux. Ah ouais, il a gagné. Je sais, je rigole. Effectivement, Flick a fait mieux cette saison avec le Bayern. Ouais, merci d'avoir été avec nous pendant cette heure et dépassé 20 minutes de plus pour le podcast. Je voulais te remercier, Abdallah, d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Ça fait extrêmement plaisir. Et tu reviens quand tu veux pour parler du Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, les amis. Également, mes fidèles acolytes, Yacine, Mousse. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi pour débriefer le premier match du PSG en Ligue 1. On verra avec un doublé. Voilà, si on a des joueurs valides. Si on arrive à aligner 11 joueurs pour le jeudi. Ouais, yes. Pour jouer avec le PSG. On fait des podcasts sur les U19 maintenant. C'est ça. Tu sais, ce qu'on va faire, on fera un podcast sur la formation parisienne, les U19, etc. On couvrira toute l'actu. Regarde la preuve, on n'a pas assez d'une heure pour parler de tout à chaque fois. En tout cas, on se donne rendez-vous vendredi pour débriefer le match du PSG face à Lens. Merci Abdallah, merci Yassine. Ciao, les amis. Ciao. Ciao.